Werner Eisner n'était pas le Heisenberg dont le monde se souvient. Ils partageaient le même nom, orthographe différente. Aucun lien de parenté. Alors que son célèbre homonyme travaillait sur les principes d'incertitude et la mécanique quantique, Werner Eisner étudiait le bruit, les parasites radio, les interférences atmosphériques, les sifflements et les craquements qui remplissaient les espaces entre les signaux. Un travail qui ne lui valut aucun prix, aucune reconnaissance. Juste un poste discret dans un institut technique de Munich où il pouvait poursuivre des recherches qui n'intéressaient personne d'autre que lui-même. Jusqu'en 1936, lorsqu'il découvrit la régularité. Eisner enregistrait les bruits radio depuis 3 ans. Un travail méthodique. Il enregistrait les fréquences, les amplitudes, les heures. Il cherchait des corrélations avec l'activité solaire, avec la météo, avec tout ce qui pouvait expliquer pourquoi certaines nuits étaient claires et d'autres remplies d'interférences qui noyaient les transmissions. Il accumulait des carnets, des graphiques, des données que la plupart de ses collègues considéraient comme une obsession fastidieuse. Puis, il remarqua les cycles. Le bruit n'était pas aléatoire. Sous le chaos se cachaient des impulsions, régulières, se répétant à des intervalles variables, mais suivant une progression. Il les isola, filtra les enregistrements, supprima tout ce qui pouvait s'expliquer par des sources terrestres, la foudre, les équipements industriels, les émetteurs radio. Ce qui restait était faible, mais indéniable. Un signal, provenant d'un endroit situé au-delà de l'atmosphère terrestre. Il calcula la source, pas par triangulation. Il n'avait qu'une seule station d'écoute. Mais en analysant le décalage Doppler dans la fréquence du signal, alors que la Terre tournait et orbitait autour du Soleil. Le décalage lui indiqua que la source était en mouvement, pas en orbite autour de la Terre, pas près de la Lune, quelque part dans le système solaire externe, se déplaçant sur une trajectoire qu'il pouvait extrapoler. Les calculs étaient complexes. Il remplit des pages entières de mécanique orbitale, de calculs gravitationnels, de projections basées sur le taux de changement de fréquence au fil des mois et des années. Et il arriva à une conclusion qui aurait dû le rendre célèbre ou le faire interner. La source était un objet sur une orbite très elliptique. Il se déplaçait vers l'intérieur, lentement, au fil des décennies, au fil des siècles. Et si ses calculs étaient corrects, il traverserait le système solaire interne vers l'an 2000, à une décennie près. Il appela cet objet Resonanzquelle, la source de résonance. Et il présenta ses conclusions à un petit public à l'Institut à la fin de l'année 1936. La réponse fut un scepticisme poli, des données intéressantes, une analyse créative. Mais des affirmations extraordinaires nécessitaient des preuves extraordinaires. Où étaient les observations optiques? Où étaient les mesures confirmantes provenant d'autres stations? Eisner n'avait ni l'un ni l'autre. Il avait ses carnets, ses formules, sa certitude absolue d'avoir raison. Le directeur de l'Institut lui suggéra d'élargir ses recherches, de chercher d'autres explications, de publier quelque chose sur les effets atmosphériques, de passer à autre chose. Eisner refusa, il devint obsédé, il passait tout son temps libre à affiner ses calculs, à prédire où se trouverait la source, quand le signal se renforcerait. Il écrivit des lettres à des astronomes, à des physiciens, à tous ceux qui, selon lui, pourraient l'écouter. La plupart l'ignorèrent. Quelques-uns lui répondirent par des refus polis. L'un d'eux lui dit sans détour qu'il perdait son temps à courir
après des fantômes dans les parasites. En 1938, le comportement de Eisner avait changé. Ses collègues le remarquèrent. Il cessa d'assister aux réunions, cessa d'enseigner. Il travaillait seul dans le sous-sol de l'institut où se trouvait l'équipement radio. Il refusait de laisser les autres utiliser les instruments. Il prétendait qu'il contaminerait ces données. Le directeur le convoqua. Il lui fit part de son inquiétude. Il lui suggéra de prendre un congé. Eisner accepta. Il dit qu'il avait besoin de temps, qu'il devait terminer son travail. Il quitta Munich et se rendit dans les Alpes bavaroises. Dans un petit sanatorium près de Garmisch, spécialisé dans le traitement de l'épuisement nerveux, il fut admis volontairement. Les notes d'admission le décrivaient comme très intelligent, mais souffrant de tendances obsessionnelles et de délires d'importance cosmique. Parmi ses effets personnels, on trouva 17 cahiers remplis d'équations et 3 boîtes de graphiques enroulées couverts de motifs ondulés et de diagrammes orbitaux. Le sanatorium était calme, isolé. Les patients se promenaient dans les montagnes, mangeaient des repas réguliers, assistaient à des séances avec des médecins qui leur prescrivaient du repos et de l'air frais. Eisner ne s'améliorait pas. Il continuait son travail. Le personnel le lui permettait. Pensait que c'était thérapeutique. Mieux valait le laisser remplir des pages de chiffres que de réprimer sa compulsion. Il utilisait la radio du sanatorium pour écouter la nuit, enregistrait le bruit, mettrait à jour ses calculs et découvrait quelque chose de nouveau. La source n'était pas seule. Il y avait des échos, des réflexions, provenant de points spécifiques du système solaire, des orbites des planètes, comme si quelque chose à ces endroits répondait au signal de la source, ou l'amplifiait, ou les deux. Il cartographia les échos, trouva un schéma. Les plus forts provenaient de Jupiter, de Saturne, des géantes extérieures. Des réponses plus faibles provenaient de Mars, de Vénus et de la Lune, faibles, presque imperceptibles. Eisner rédigea un article. 20 pages. Dense. Mathématique. Il l'intitula « Sur la structure résonante du système solaire et le messager orbital ». Il l'envoya à une revue de physique à Berlin. Il fut rejeté sans être examiné. Renvoyé avec une note lui suggérant de consulter un médecin. Il réessaya. Une autre revue. Même résultat. Après le 3e refus, il cessa d'essayer de publier. À la place, il envoya des copies à des personnes qui, selon lui, pourraient comprendre. Une liste de noms qu'il avait compilés à partir de vieilles lettres et d'annuaires universitaires. Des physiciens, des ingénieurs, des astronomes réputés pour leurs pensées non conventionnelles. L'une de ces copies parvint à un bureau de la SS Ahnenerbe, une organisation qui s'intéressait aux mystères historiques et aux sciences marginales. Un analyste lut l'article de Eisner. Il ne comprit pas les mathématiques, mais il reconnut quelque chose dans le ton. La certitude, la conviction, le genre d'obsession qui parfois révélait une vérité enfouie sous des couches de ridicule. L'analyste a transmis l'article à une équipe travaillant sur les communications à longue distance et la détection des signaux. Quelqu'un là-bas a compris les équations, a vérifié les calculs et les a trouvées correctes. Les prémices étaient farfelues, mais les mathématiques fonctionnaient. Au début de l'année 1940, 2 hommes ont visité le sanatorium. Ils se sont présentés comme des chercheurs menant une enquête sur les phénomènes radio-atmosphériques. Ils ont demandé à parler à Eisner. Le personnel les y a autorisés.
Ils se sont rencontrés dans un salon dont les fenêtres donnaient sur des sommets enneigés. Les hommes posèrent des questions techniques, sur ses méthodes, son équipement, ses prévisions quant au moment où le signal atteindrait sa puissance maximale. Eisner répondit, avec enthousiasme. Il attendait que quelqu'un le prenne au sérieux. Il leur montra ses carnets, ses derniers graphiques. Il expliqua la structure de résonance, la façon dont les planètes agissaient, comme des nœuds dans un réseau, la façon dont la source était la clé qui activait le système. Les hommes lui ont demandé s'il en avait parlé à quelqu'un d'autre. Il a répondu qu'il avait essayé. Personne ne l'avait écouté. Ils lui ont demandé des copies de tout. Il leur a donné ce qu'il avait. Ils l'ont remercié. Ils ont dit qu'ils resteraient en contact. Puis, ils sont partis. 3 semaines plus tard, Eisner a été transféré. Pas dans un autre sanatorium. Dans un établissement sécurisé près d'Innsbruck. Le transfert s'est déroulé dans le calme. Aucun document public. Les documents d'admission dans le nouvel établissement le décrivaient comme un consultant en recherche, travaillant sous contrat avec le gouvernement. La pièce qu'on lui attribua n'était pas une cellule, mais la porte se verrouillait de l'extérieur. On lui permit de poursuivre son travail. On lui fournit un meilleur équipement. L'accès aux données des postes d'écoute militaire. Une petite équipe d'assistants qui comprenait les mathématiques et suivait ses instructions, sans poser de questions. Eisner s'épanouit. Pour la première fois depuis des années, il se sentait compris, apprécié. Il affina ses prédictions. Il calcula que la source entrerait dans le système solaire interne entre 1995 et 2005. Il cartographia sa trajectoire avec une précision croissante. Il identifia les points où elle passerait le plus près de la Terre, de Mars et des planètes extérieures. Il prédit que la structure de résonance s'activerait, que les planètes réagiraient, que l'humanité verrait enfin ce qu'il entendait dans le bruit depuis des années. Puis la guerre prit fin, et Werner Eisner disparut. Lorsque les forces américaines atteignirent Innsbruck en mai 1945, les locaux où travaillait Eisner étaient vides. Les papiers étaient éparpillés. Le matériel était détruit. Les bureaux étaient renversés. Tout semblait indiquer une évacuation précipitée ou un nettoyage délibéré. Les soldats qui sécurisèrent le bâtiment ne trouvèrent rien de confidentiel. Rien qui valait la peine d'être signalé. Juste les décombres d'un bureau qui avait autrefois été important et qui était désormais abandonné. 2 semaines plus tard, une équipe de renseignement technique est arrivée. Elle recherchait des documents liés à la recherche allemande sur les armes. Des fusées, des avions à réaction, tout ce qui pourrait donner un avantage aux Alliés ou empêcher les secrets d'atteindre les Soviétiques. Ils ont fouillé le bâtiment méthodiquement. Ils ont trouvé des fragments, des bords de papier brûlés, quelques dossiers intacts enfouis sous les débris. Un dossier a attiré leur attention. Il était marqué d'une classification qu'ils ne reconnaissaient pas. Un symbole, plutôt qu'un mot. Une spirale. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de graphiques, des modèles d'ondes, des diagrammes orbitaux et un nom, Werner Eisner. L'équipe a photographié les documents, les a classés dans une caisse avec des centaines d'autres. La caisse a été expédiée vers l'ouest. Elle a fini dans un entrepôt à Francfort. Elle y est restée pendant des mois, pendant que les analystes triaient le matériel. La plupart étaient techniques, précieux, mais compréhensibles. Les graphiques de Eisner n'étaient ni l'un ni l'autre. Ils n'avaient aucun sens pour les ingénieurs qui les examinaient.
Les notes étaient en allemand, truffées de jargon, faisant référence à des concepts que les lecteurs ne reconnaissaient pas. Le dossier fut marqué comme faiblement prioritaire, archivé, oublié. En 1946, les forces soviétiques menèrent leur propre opération de nettoyage des installations dans les régions qu'elles contrôlaient. Elles furent plus minutieuses, plus patientes. Elles ont trouvé les registres d'admission du sanatorium, où Eisner avait d'abord été détenu. Elles ont trouvé les documents de transfert vers Innsbruck. Elles ont trouvé une liste de noms associés à son projet. La plupart des noms ne menaient nulle part. Des impasses. Des personnes qui avaient disparu ou étaient décédées. Mais un nom a conduit à un physicien de Vienne qui avait travaillé comme assistant pendant les derniers mois de la guerre. Les Soviétiques l'ont interrogé. Il s'est montré coopératif, terrifié. Il leur a dit tout ce qu'il savait. À propos de Eisner, à propos du signal provenant de l'espace, à propos des prédictions concernant un objet qui arriverait dans plusieurs décennies. Il leur a également parlé des carnets. Eisner en avait conservé des copies cachées, pas dans les locaux, ailleurs, par mesure de sécurité, au cas où les originaux seraient détruits. L'assistant ne savait pas où, mais il connaissait quelqu'un qui pouvait le savoir. Les Soviétiques ont suivi la piste. Ils ont trouvé un autre nom. Un collègue qui avait rendu visite à Eisner une fois au sanatorium, avant son transfert. Un homme qui vivait désormais à Munich sous une autre identité, travaillant comme employé de bureau. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils l'ont surveillé. Ils ont attendu. Ils l'ont suivi. 3 mois plus tard, l'homme a récupéré un colis dans un coffre-fort bancaire. Vieux, poussiéreux. Il l'a emporté dans son appartement. Les Soviétiques ont attendu qu'il parte. Ils sont entrés dans l'appartement. Ils ont photographié le contenu. Le colis contenait 4 cahiers de Eisner, remplis d'équations, de prédictions, de graphiques cartographiant la trajectoire de l'objet qu'il appelait la source de résonance. Les Soviétiques ont pris les cahiers. Ils n'ont laissé aucune trace de leur intrusion. L'homme est revenu. Il n'a jamais su qu'ils étaient revenus. Les cahiers ont été expédiés à Moscou, remis à un groupe de recherche étudiant la détection à longue portée et la mécanique orbitale. Quelqu'un dans ce groupe comprit ce qu'il lisait. Les calculs de Eisner étaient corrects. Les prédictions qu'il avait faites dans les années 1930, affinées dans les années 1940, indiquaient qu'un objet traverserait le système solaire interne au tournant du siècle. La trajectoire correspondait aux calculs préliminaires que les astronomes soviétiques avaient effectués sur la base des perturbations gravitationnelles qu'ils avaient observées dans les orbites des planètes extérieures. De minuscules écarts, inexplicables, jusqu'à ce que les équations de Eisner fournissent un cadre. L'objet existait. Il était réel. Et Eisner l'avait trouvé en écoutant le bruit. Les Soviétiques ont classé les carnets confidentiels. Ils ont lancé leur propre programme de surveillance. Ils ont construit des stations d'écoute. Ils les ont orientés vers les coordonnées calculées par Eisner. Et ils ont attendu. En 1964, un radiotélescope en Crimée a détecté un signal faible, pulsé, structuré, provenant du système solaire externe. La fréquence correspondait aux prédictions dérivées des formules de Eisner. La découverte n'a pas été annoncée. Les données ont été archivées. L'observation s'est poursuivie. En 1978, un analyste à Moscou a comparé les données de Crimée avec de nouvelles observations provenant de plusieurs stations. Le signal était plus fort. La source était plus proche. Encore à des décennies de son approche la plus proche.
mais se déplaçant exactement sur la trajectoire décrite par Eisner. Un rapport a été rédigé. Il a été envoyé à un petit comité qui coordonnait les recherches sur les phénomènes ne correspondant pas aux catégories scientifiques standards. Le rapport concluait que Eisner avait eu raison, que sa dépression n'était pas due à la folie, mais à l'isolement d'un homme qui voyait ce que les autres refusaient de croire, et que ses carnets, sauvés par hasard et saisis par les services secrets soviétiques, constituaient désormais la base pour suivre un objet qui serait finalement désigné sous le nom de 3I/Atlas. En 1993, après l'effondrement de l'Union soviétique, certaines parties des archives classifiées ont été ouvertes à l'examen. Les chercheurs qui ont passé au crible des décennies de documents ont trouvé des références à Eisner, des fragments, des mentions dans des rapports, des citations dans des articles techniques qui étaient eux-mêmes classifiés. Mais les carnets n'ont pas été rendus publics. Ils sont restés sous clé, trop sensibles, trop précieux. Un chercheur, un physicien, travaillant sur l'histoire de la science spatiale soviétique, a demandé à y avoir accès. Sa demande a été rejetée. Il a renouvelé sa demande. Il a reçu la visite de 2 hommes qui lui ont poliment expliqué que certains documents étaient encore soumis à des restrictions en vertu d'accords internationaux, que poursuivre sa demande ne serait pas productif. Il a cessé de demander, mais il en avait vu assez dans les fragments. Assez pour savoir que Werner Eisner, le physicien oublié qui avait passé ses dernières années isolé dans les montagnes, avait calculé l'arrivée de 3I/Atlas 60 ans avant que les télescopes ne confirment son existence. Il avait cartographié sa trajectoire. Il avait compris que le système solaire n'était pas un ensemble aléatoire de roches et de gaz, mais une structure de résonance, un réseau, activé par le passage de l'objet qu'il avait entendu dans les parasites, avant que quiconque ne sache l'écouter. En 2006, lorsque 3I/Atlas a été officiellement découvert, une poignée de personnes travaillant dans des archives de plusieurs pays ont reconnu sa trajectoire. Elles ont sorti de vieux dossiers, comparé des données et trouvé les prédictions de Eisner. La correspondance était parfaite, avec des marges si faibles que la chance ne pouvait l'expliquer. La découverte a ravivé l'intérêt. Des demandes ont été faites pour que les travaux de Eisner soient rendus publics dans leur intégralité. Les carnets, les graphiques, tout ce qu'il avait calculé. La plupart des demandes ont été rejetées. Sécurité nationale, recherches en cours, sensibilité diplomatique, les obstacles habituels. Mais des copies existaient, des fragments qui avaient été photographiés, passés en contrebande, partagés entre des chercheurs qui opéraient dans les zones grises entre les canaux officiels et la publication ouverte. Les formules de Eisner circulaient, discrètement, utilisées par des équipes qui suivaient 3I/Atlas, prédisant ses passages futurs, comprenant comment il interagissait avec les planètes qu'il croisait. Les formules fonctionnaient, toujours, avec une précision qui frôlait l'étrange, comme si Eisner n'avait pas fait de suppositions, n'avait pas extrapolé à partir de données limitées, comme s'il avait lu un signal qui lui indiquait exactement où l'objet allait se rendre, quand il arriverait, ce qu'il ferait. En 2018, une équipe de physiciens a publié un article sur les structures orbitales résonantes. L'article ne mentionnait pas Eisner nommément, mais les équations qui en constituaient le cœur étaient les siennes, modifiées, mises à jour avec une notation moderne.
mais fondamentalement inchangé. L'article décrivait comment certains objets du système solaire pouvaient agir comme des amplificateurs pour les signaux provenant de l'espace lointain. Comment les planètes pouvaient former des nœuds dans un réseau. Comment un seul objet, se déplaçant sur la bonne trajectoire, pouvait activer ce réseau et créer des effets détectables dans tout le système. L'article fut largement cité. Il servit de base à des modèles prédisant le comportement de 3i/Atlas lors de son prochain passage. Et enfoui dans les références, mentionnées de manière obscure, se trouvait un travail non publié datant des années 40, réalisé par un chercheur anonyme qui avait été le pionnier de l'analyse des signaux de résonance. Eisner est resté anonyme, oublié du grand public, mais son travail a survécu. Caché dans les fondements des recherches menées par des nations qu'il avait autrefois rejetées, comme fous. Ces carnets, enfermés dans des coffres-forts, sont restés la clé pour comprendre ce que faisait 3i/Atlas, pourquoi il se déplaçait de cette manière, et ce qui se passerait lorsqu'il reviendrait en force et que la résonance qu'il avait entendue dans le bruit statique des décennies avant que le monde ne soit prêt deviendrait impossible à ignorer. Quelque part dans les archives bavaroises, les documents d'admission originaux du sanatorium existent toujours, classés sous soins psychiatriques, épuisement nerveux, délire, et joints à l'encre délavée, une seule ligne écrite par le médecin qui l'avait admis en 1938. Le patient insiste sur le fait qu'il peut entendre l'avenir. Il affirme que cela ressemble à de la musique. En 2019, un jeune historien russe, travaillant dans des archives régionales à Kazan, a ouvert une boîte mal étiquetée datant de la fin de la période soviétique et a trouvé 4 rouleaux de microfilms sans entrée dans le catalogue et une seule note manuscrite qui disait simplement « Projet Résonance, priorité numéro 1 ». Le microfilm contenait des pages photographiées de cahiers allemands remplis d'équations, de graphiques et de croquis d'orbite, tous signés des mêmes initiales griffonnées, WH. L'historien ne reconnaissait pas ce nom, mais l'un des graphiques d'orbite était annoté d'une plage de dates centrée autour de l'année 2000 et d'une phrase en allemand qui se traduisait par « premier passage complet » à l'ère de la radio. Il scanna 3 pages et les envoya à un ami à Moscou qui travaillait dans le domaine de la dynamique orbitale, lui demandant en plaisantant si tout cela avait un sens ou s'il venait simplement de trouver les gribouillages d'un excentrique décédé. L'ami entra les coordonnées de l'un des tracés dans son logiciel et se figea lorsque la simulation produisit une trajectoire qui correspondait à la trajectoire connue de 3i/Atlas avec des marges inférieures aux incertitudes des mesures modernes. Les dates correspondaient, l'inclinaison correspondait. Même les croisements de résonance prévus avec Jupiter et Saturne étaient corrects à quelques jours près. C'était comme si quelqu'un, en 1940, avait eu accès aux données des observatoires modernes et les avait simplement copiées dans un cahier. Le physicien s'est fait porter malade le lendemain, a fermé la porte de son bureau et a passé 10 heures à superposer les anciens tracés sur les données éphémérides actuelles, chaque correspondance lui nouant l'estomac à mesure qu'il réalisait que, quel que soit Werner Eisner, il avait non seulement entendu la comète dans le bruit, mais aussi dessiné une carte de son avenir, que la réalité avait docilement suivi, laissant ouverte une dernière question à laquelle aucune des pages ne répondait. Une question
qui se cachait derrière chaque prédiction parfaite comme une ombre. S'il avait les équations permettant de déterminer où se trouverait 3i/Atlas, avait-il également les équations permettant de déterminer ce qu'elle ferait une fois arrivée là-bas?